Nationale, l'économie de la RDC. On en parle aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Diagnostics. Messieurs et dames, bienvenue. Bonjour de partout où vous êtes et merci d'avoir opté pour Ecofin Télévision. Ensemble avec Igor Biora que je reçois. Bonjour Igor. Bonjour Fulgence Milaï. Bienvenue, mes voeux de paix, de bonheur, de santé et de prospérité. Merci beaucoup Fulgence, c'est en tout cas réciproque. Voilà, avec mon compagnon, on va recevoir quelqu'un qui s'y connaît dans les domaines, à la personne de Monsieur Mike Kazimoto, qui est directeur des opérations au sein d'Agred SRL. Je les reçois. Monsieur Mike, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Fulgence, bonjour Monsieur Hugo et bonjour à tous ceux qui nous suivent à pareil moment. Déjà, vous êtes agripreneur, à ce que je sache. Exact. Vous êtes directeur des opérations au sein d'Agred SRL. Tout à fait. Déjà, Agred SRL, on peut en savoir un peu plus. Agred SRL, c'est en fait un cabinet d'expertise spécialisé dans la recherche et l'expertise technique dans les secteurs de l'agriculture, élevage et développement rural et social. Et donc, c'est le partenaire par excellence, normalement, de tous ceux qui veulent mettre leur tête dans ces secteurs que vous avez tant loués. Bien sûr, vous avez raison, l'agriculture, qui est le secteur qui va nous propulser, bien sûr, comme Africains, comme Congolais, de l'avant. Secteur qui va nous propulser comme Africains et de l'avant. Déjà, Agred existe depuis combien de temps? Agred existe depuis pratiquement plus de 5 ans. Nous avons commencé les opérations à 2018. 2018 dans un contexte particulièrement compliqué. Et nous avons cheminé jusqu'à aller vers l'accompagnement de tout ce qu'il y a comme clients, nos clients. Je peux les appeler nos compagnons, nos collègues agripreneurs. Et déjà, vous êtes implanté dans toute la République démocratique du Congo ou bien vous avez ciblé quelques-unes des provinces? Bon, je ne peux pas dire que nous sommes déjà implantés dans toute la République, mais c'est là et dans notre plan d'action. Mais pour le moment, nous avons couvert la partie orientale, l'est du pays, et aussi le sud-est. Je parle ici du Grand Katanga. S'il faut rentrer dans l'ancienne appellation, okay. Je vais parler du Haut-Katanga, un peu certaines actions dans le Tanganyika et puis le Lualaba. Pourquoi le choix de cet espace oriental, du moment où, en tout cas, la République du Congo a des terres arables partout? Je ne dirais pas qu'il y a un choix particulier. Hein. Nous avons je ne peux pas appeler ça, je ne sais pas s'il faut dire que c'est plutôt guidé par le destin. C'est le destin qui nous a conduits vers là. Nous avons commencé dans un contexte, comme je l'ai dit au début, à l'est du pays. Vous savez tout ce qui se passe. L'est qui est à proie à la sécurité depuis plus de 10 ans. Et malgré ça, nous avons une population qui est résiliente, avec laquelle nous avons commencé par des formations et puis des petits accompagnements. De là, nous avons eu d'autres personnes, d'autres agripreneurs qui ont eu des échos de ce que nous faisions à l'est, et ils étaient donc au sud-est, dans les Katanga, précisément à Lubumbashi. C'est là que nous sommes allés pour aussi les servir. Et quelles ont été vos véritables motivations en mettant en place ces cabinets, du moment où, on l'a dit tantôt ici, l'agriculture peut être un véritable levier sur lequel reposera l'économie de la République démocratique du Congo, mais elle boite encore. Mais quelles ont été en tout cas vos véritables motivations là-dessus? Bon, nous avons remarqué que le pays avait encore d'énormes difficultés à subvenir à ce secteur de la sécurité alimentaire. Donc nos populations vivent encore, je ne veux pas dire vivaient, puisque cette situation n'a vraiment pas changé, une insécurité alimentaire que nous ne savons pas vraiment décrire ici. L'économie, donc, je veux dire, l'alimentation est plus ou moins totalement dépendante des importations des aliments. Et c'est souvent des aliments qui ne sont pas si spéciaux. Des aliments qui peuvent être produits par juste des petites techniques. Et nous avons constaté que ce qui manque à nos populations, c'est juste comment, les comment. Et nous, justement, en tant que fils du pays, nous avions au sein de l'équipe des gens qui ont étudié, des agronomes, des vétérinaires qui ont étudié et qui sont allés plus loin jusqu'à aller se perfectionner à l'étranger. Il y en a qui sont partis dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, je vais vous mettre une petite parenthèse. L'Afrique de l'Ouest qui prenait comme modèle
jadis notre pays comme modèle dans l'agriculture, il y avait certaines denrées qui devaient être prises ici au pays, mais maintenant nous dépendons d'eux. Et puis il y a aussi des pays limitrophes comme la Zambie, l'Ouganda, il y a aussi la Tanzanie. Et en voyant les populations qui sont dans ces zones et avec nos populations, il n'y a pas d'abord une différence sur le plan pédologique. La terre, il y a des conditions pédologiques plus ou moins les mêmes et conditions climatiques sont plus ou moins les mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que de l'autre côté on produit, de l'autre côté on ne produit pas? Justement, je vais vous interloquer avant Exactement, de revenir sur cette observation-là. J'aimerais d'abord savoir quel est votre décret des contributions, encore vos principales missions. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner justement ces entrepreneurs qui œuvrent dans l'agriculture, dans l'élevage? C'est là que j'allais. Je me suis dit, nous avons trouvé qu'il manquait cette connaissance. Et tout le monde n'a pas soit ces temps, soit cette opportunité d'aller jusqu'aux grandes études agronomiques ou voilà. Et les gens ont juste besoin de savoir comment mettre là où pour produire. Donc des connaissances basiques. Basiques voilà, en fait. Nous sommes décidés de nous lancer sur la formation. On a commencé par les secteurs qui étaient plus ou moins bionnants, c'était la pisciculture. Okay. Nous avons commencé par une formation plus ou moins à grande échelle. On a commencé avec une formation généralisée sur toute la République. Et nous avons une grande participation des gens. On a atteint les 350 participants. Ah, c'est vous qui avez formé oui, exactement. Nous avons organisé une formation à ligne qui a réuni plus de 350 agripreneurs vraiment motivés et qui étaient avides de connaître. C'était quoi la condition sine qua non pour participer à cette formation? Il y avait juste des petites conditions pour la faisabilité. On ne veut pas payer, on ne veut pas parler de paiement, non. Okay. Juste pour permettre, par exemple, la connexion. C'était des petites conditions, genre le paiement de $5 pour juste la connexion. Mais cela nous a donné l'impression que vraiment, il y a encore, nous a donné cette idée qu'il y a encore à faire. Et d'un point de vue pratique, à quoi cette formation a-t-elle abouti? Ah oui, du point de vue pratique, cette formation a abouti à la mise en place d'un grand réseau. Malheureusement, je vais le dire après, un grand réseau qui a été un très joli nouveau-né, qui est, je ne sais pas s'il faut le dire, décédé par la suite, la dynamique des agripreneurs congolais. Ouais, on l'a dénommé DINAP RDC. Qu'est-ce qui était déjà à la base il y a eu cette difficulté de concilier directement, à ce temps-là, c'était en 2018, de concilier les idées. Il y avait ceux qui étaient du sud, de l'est, du centre et puis de l'ouest. Il y avait encore donc cette difficulté de les mettre ensemble parce il ne fallait pas s'arrêter à une formation en ligne, il fallait organiser une formation en présentiel où on devait voir qui est qui et qui est à mesure de faire quoi dans le cadre de leadership et gouvernance dans les coopératives, dans les regroupements des agriculteurs. Et là, c'était un peu difficile pour nous. En tant que cabinet, on n'avait pas de manque de moyens suffisants pour pouvoir organiser ce genre d'activités. Nous l'avons projeté, nous l'avons repoussé dans le futur, un futur malheureusement qui peine à arriver. Déjà, parlant de la formation prend déjà combien de temps et vous formez dans quoi? Oui, cette formation dont je parlais, c'était une formation juste sur la pisciculture. Elle a pris 3 jours. Parce que il y a plusieurs aspects de la pisciculture à apprendre aussi. En 3 jours, moi je ne sais pas, j'apprends et puis j'essaie quand même de faire quoi par exemple? En 3 jours, si vous êtes motivé, c'est la motivation qui compte d'abord. Vous serez à mesure de connaître d'abord c'est quoi. En fait, si on parle de la formation dans l'agriculture, c'est très vaste. Il faut choisir une spéculation bien déterminée. Alors, parlons ici, par exemple, de la pisciculture. À 3 jours, vous serez à mesure de connaître c'est quoi le poisson. Parce qu'en fait, pour élever une espèce, il faut d'abord savoir c'est quoi cette espèce-là. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, le poisson, il mange tout, il vit dans la boue. Parce que des connaissances un peu empiriques, quoi. Donc, il faut que vous serez à mesure de connaître le poisson, de savoir qu'est-ce qu'il veut pour grandir et
à combien de temps il prend pour prendre du poids, disons, pour grandir. En fait, parlant de la pisciculture, Fulgence, j'aimerais bien, en fait, une question qui taraude mon esprit. Allez-y. À quelle échelle s'exerce la pisciculture en République démocratique du Congo, vous qui avez le temps, en fait, d'encadrer le jeune dans ces domaines d'activité? À quelle échelle? La pisciculture, elle est encore, je peux le dire, on est en train de sortir de l'étape où on est encore dans les connaissances empiriques. Quand je parle des gens qui... embryonnaire, on ne sait pas. Voilà. Donc, on est encore un peu... Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, de défis De quelle nature? qui freinent notamment l'accès aux intrants. Tous les intrants viennent de l'extérieur. Notamment, s'il faut parler des alevins. Voilà. Ok. Les alevins nous viennent de l'extérieur, disons les meilleurs. Nous avons certaines initiatives qui sont au pays, mais qui ne fournissent pas les intrants de qualité. Mais qu'est-ce Donc qui ça, nous manque, je vous interloque, qu'est-ce qui nous manque de produire nous-mêmes ces instruments ici en République démocratique du Congo? Y a-t-il, je ne sais pas, Il n'y a des pas de outils moyens, il n'y a qu'on pas... utilise Déjà, le qui climat est viennent de favorable l'extérieur? pour tout le monde. Oui, le climat est favorable et nous avons l'expertise, nous avons des techniciens qui sont à mesure de nous produire tout ce que nous Alors, qu'est-ce qui prenons. empêche? Pour le moment, ce qui empêche, c'est le fonds. Ok. Les fonds. J'allais Ils vont dire peut-être venir de l'État, des partenaires financiers Pour le internationaux. en fait, cela devrait venir de l'État. Ok. Mais si l'État a aussi d'autres priorités, comme nous savons, il a des priorités d'ordre sécuritaire, on peut aussi recourir au privé, qui peuvent faire aussi des centres d'alivénage, comment on appelle ça, des provenderies pour faire la provence des aliments. Et ils peuvent aussi aller jusque dans les transformations, ceux qui vont dans la vente, la distribution de poissons. Donc les privés peuvent s'en occuper au cas où l'État a de la lenteur à y aller. Parlant d'Agrès des SARL, quelles sont les grandes activités qu'Agrès des SARL propose, fait, et dans quel modèle économique cela pourrait contribuer à ce que la population, les agripreneurs qui viennent apprendre chez vous, puissent connaître une certaine éclosion? Ok, à terme de cabinet d'expertise, nous proposons 3 types d'activités. Nous partons de l'expertise en elle-même, qui consiste à assister le client, je l'appelle client ici, l'agripreneur. Nous allons de l'étude de faisabilité jusqu'à la conception d'un plan stratégique de projet, un projet bancable. Le deuxième aspect, c'est dans la gestion. Dans ce premier aspect, là, pendant qu'on a travaillé sur l'étude de faisabilité, il faut savoir les niveaux de connaissances de l'agripreneur par rapport au secteur qu'il veut embrasser. S'il veut, par exemple, cultiver de la tomate, à quel degré il connaît la tomate. Et pendant ce temps, peut-être on peut envisager des formations, qui sont ponctuelles, des formations plus ou moins occasionnelles, pendant qu'on est en train de travailler avec lui. Et puis, on passe à l'étape de la mise en œuvre, comme grande activité, mise en œuvre et suivi du projet à lui-même. Là, nous avons conçu un projet, nous le mettons en œuvre. Et la troisième étape, nous allons aider à commercialiser les produits de cette activité et à faire l'évaluation. Parce qu'il faut toujours évaluer l'activité que vous avez lancée. Et l'aide à la commercialisation de ces produits s'est fait comment? De quelle manière? L'aide à la commercialisation. De ces produits, comment ça s'est fait? Oh, voilà. Nous allons jusqu'à... nous avons fait une étude de terrain au préalable, en amont. Et quand la production a commencé, nous allons maintenant faire un plan marketing, aller jusqu'à contacter les différents clients. Il y a les grands clients, notamment les supermarchés, comment on appelle ça ici, on peut parler de food market. Il y a les alimentations, il y a les hôtels que nous allons contacter. Nous savons quel message spécifique nous leur adressons et ils embrassent plus facilement un message qui vient officiellement que quelqu'un qui vient avec un panier à la tête, lui proposer. Il y a certains standards qu'on a déjà mis en place pour aller parler à ces genres de clients.
Et quand vous faites l'évaluation, n'est-ce pas, de vos activités en ce qui concerne l'accompagnement de ces agripreneurs, vous arrivez à combien annuellement parlant? L'évaluation Oui. de ce que nous... Oui, en termes d'accompagnement. En termes d'accompagnement, en fait. Etc. Bon. Annuellement ou... Oh, en tout cas, c'est encore, nous sommes encore en dessous de la barre qu'on allait se fixer. Sur une échelle de 10, on peut se dire qu'on est à 4. Déjà, en fait, vous travaillez pour que les produits soient consommés seulement en RDC, ou bien vous travaillez également pour que les produits soient exportés à l'extérieur, parce que nous savons que la RDC également exporte également plusieurs produits agricoles, les cacao, les cafés robusta, arabica, les ketchup, les sésames et autres. Est-ce que vous travaillez seulement pour les produits qui sont consommables en RDC, ou bien une quantité industrielle qui pourrait être exportée à l'extérieur? Ah, exactement. Là, nous ne sommes pas que focalisés sur les produits vivriers. Nous travaillons aussi avec les agriculteurs, les cultivateurs des produits pérens, notamment les cacao. Là, nous avons certains partenariats avec des organisations. Là, nous travaillons principalement avec des organisations, notamment une ONG des femmes dénommée FELD, Femmes engagées pour le leadership et le développement, implantée également ici à Kinshasa, qui travaille dans la Chopo sur la filière cacao. Nous accompagnons donc tout ce qui a comme comment dire, ces engagés. Ces engagés, c'est un peu comme bénéficiaires pour cette association. C'est des femmes qu'on accompagne, à qui on apprend les techniques pour cultiver les cacao, pour les récolter et comment les transformer en vue de l'exportation. Donc, il y a aussi à Goma, nous avons travaillé sur, aussi avec un de nos clients, nous avons travaillé sur le café, le café arabica. Là aussi, c'est un café qui est consommé dans les autres pays. Le monde entier d'ailleurs. Oui, oui. C'était les meilleurs des cafés. Nous étions dans le groupement de Boulenga. C'est dans la province du Sud Kivu, mais bon, c'est vraiment proche du Nord Kivu, sur les lacs Kivu. Voilà, donc il y a autant de produits sur lesquels nous travaillons. Mais s'il faut parler de l'agriculture qui va être impactante, c'est on ne saurait pas travailler sur l'exportation de nos produits vivriers tant que, imaginez que vos enfants ont du kwashiorkor, mais vous prenez, comment on peut dire, des poulets, vous allez les vendre chez le voisin, mais comment on vous traitera? Commençons par soigner la malnutrition de la maison, et puis après, on va penser avec l'autorité comment aller vers les voisins, comment aller vers les autres amis qui ont besoin, parce qu'il y en a, et le besoin il est vraiment réel en Afrique, dans les pays de la Corne, de l'Afrique, et partout il y a du besoin ressenti réel. Voilà. Alors aujourd'hui, on l'a dit tantôt ici, pour le gourmet de notre émission, l'agriculture, c'est une autre option, en tout cas un détail pour faire de l'économie nationale un véritable, je dirais, pour booster l'économie nationale. C'est une alternative à la diversification de l'économie, mais on a comme l'impression que le secteur reste encore à l'état embryonnaire. D'où l'importance de votre cabinet, que je rappelle ici, vous assistez les agriculteurs. Je prends à petite échelle. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider ces maraîchères, ces mamans-là qui ont du mal à faire émerger en tout cas leurs connaissances traditionnelles en business rentable? Qu'est-ce que vous faites de votre niveau pour accompagner donc ces mamans maraîchères? Voilà, à notre niveau, c'est qu'on dit, il y a un adage qui dit la belle femme ne donne que ce qu'elle a. C'est ça l'adage? Évidemment. Exactement. Voilà. Et nous, en tant qu'Agred, nous donnons ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est quoi? D'abord, c'est cette connaissance. Nous travaillons dans la mesure du possible, avec ceux qui ont... Je vais citer ici une des réalisations que nous avons menées dans les deux villes de Butembo et Beni, à l'est, c'est à l'est de la RDC, où nous avons travaillé avec les femmes de troisième âge.
Vous savez, ces femmes, la plupart ont pris la retraite, elles ne travaillent pas, et elles ont tendance à devenir un poids pour la famille. Alors, il y en a la pisciculture est là aussi cet aspect, comment on peut dire ça, divertissant. Surtout la pisciculture hors sol. Ok. Nous avons travaillé sur un projet qui était financé par nous-mêmes. C'était un projet conçu et financé par nous-mêmes. On l'a testé à guise de, comment on peut le dire, c'était comme à l'étape expérimentale, où nous avons sélectionné un nombre limité des personnes, des femmes et des hommes de troisième âge. Nous leur avons appris une connaissance vraiment pratique, la pisciculture à bac hors sol, bac à bâche, et nous leur avons donné des nombres limités dans le vin, et nous les suivions régulièrement pendant un délai de 6 mois. C'était très bon. Okay. Nous travaillons beaucoup plus sur leur psychologie. C'était des gens qui étaient en train de nous donner d'autres idées, ce que nous devions faire avec la jeunesse. Ils disaient, nous on regrette que voilà, nous avons appris ça au soir de notre vie. Ça serait mieux pour vous d'apprendre encore plus aux jeunes qui sont là et qui trouvent mieux d'aller peut-être dans les groupes armés que d'apprendre des métiers qui peuvent leur produire de l'argent et les aider pour leur vie. Au-delà des problèmes de formation auxquels ils font face, en tout cas ces acteurs du secteur, à quel autre défi ils sont confrontés régulièrement, vous qui les encadrez? L'autre défi, c'est un défi d'ordre, on peut le dire, logistique et financier. Logistique, pourquoi? Je parle des routes qui ne sont pas praticables pour la plupart. En tout cas, l'accès aux routes agricoles est très difficile. Et du coup, vous pouvez bien apprendre à quelqu'un comment cultiver. Vous pouvez même lui garantir les intrants, mais comment les acheminer à sa ferme, à son champ. Très difficile. Et sur le plan financier, le secteur a besoin d'être boosté. On peut commencer petit, juste à guise de formation, d'expérimentation. Mais on ne va pas rester petit. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on le fait. On veut faire l'agriculture pour produire des revenus. Et l'accès aux finances, au financement, il reste encore un frein énorme dans notre pays. Et les banques qui devraient proposer, qui proposent d'ailleurs. Qui proposeraient, disons. Non, ça propose. Il faut aller vers les banques. Les crédits. Sans pour autant faire la politique. Ils sont bloqués à un certain niveau. Ces crédits sont verrouillés à un certain niveau. Ou pour les unes, je parle des banques, il faut une garantie. Vous demandez à un paysan une garantie, il veut solliciter par exemple 15 000 ou 20 000 dollars. Vous lui demandez une garantie. Une parcelle au village ne coûte même pas 2 000 dollars. Sa maison, si vous y mettez sa maison, elle ne va pas coûter 5 000 dollars. À leur niveau, est-ce qu'ils ont besoin de 15 000 dollars? Je ne sais pas, peut-être c'est quel genre d'agriculture. Peut-être 10 000, 5 000, on te demande une parcelle, tu en donnes 5. Non. C'est l'agriculture qui devrait être rentable, c'est vous y mettez, en fait, vous investissez dans les intrants et dans le matériel. Ça veut dire, il y a des histoires comme l'irrigation, les kits d'irrigation. Vous devez investir dans une agriculture qui n'est pas saisonnière, qui va vous permettre de produire à contre-saison, toute l'année, pour que vous puissiez apprécier les résultats de votre activité. Et justement, si vous voulez aller vers là, vous aurez besoin des fonds supplémentaires. Et là, j'ai parlé de 15 000 ou 10 000, c'était à guise d'exemple. Mais bon, disons, même si vous allez vers 5 000, il y aura toujours des petits blocages du côté de la banque. Donc, on a vraiment besoin des banques qui sont des vocations agricoles, qui comprennent les problèmes des agriculteurs et qui allègent l'accès au financement. Et nous, à TAC Agred, nous avons ça comme activité, faciliter l'accès au financement. Ok. Et comment vous le faites déjà? Et là, nous parlons avec certains secteurs banquiers, les financiers. Mais déjà, nous-mêmes, nous allons être bloqués à ce niveau-là. Nous travaillons avec, comme il y a souvent aussi de ces fonds qui viennent de l'extérieur pour financer le projet.
Mais tant que notre pays, bon, la partie où nous étions en moins, était instable et reste stable, il y a moins de bailleurs de fonds qui injectent de l'argent dedans. Parce qu'ils doivent venir pour venir superviser, vérifier ce que le projet a commencé, est-ce qu'il a d'évoluer, est-ce qu'il atteint les objectifs assignés. Tout ça est difficile dans le contexte actuel. Donc du coup, nous allons pouvoir voir maintenant avec notre papa, le gouvernement. Exactement, j'allais y arriver. Qui devra maintenant, vraiment très vite là, dans la mesure du possible, mettre en place un climat qui devra permettre à ce que les agriculteurs puissent s'épanouir dans leurs activités. Mais l'épanouissement de l'agriculture, n'est-ce pas, puisqu'on parle ici à petite échelle, pour les exploitants artisanaux par exemple, et je donne cet exemple-là, mais il y a aussi aujourd'hui, en fait, d'autres technologies, vous avez évoqué ici, des technologies low cost comme l'irrigation solaire, le drone et autres. Ne voyez-vous pas que ça pouvait également faire partie, n'est-ce pas, des mécanismes pouvant booster la productivité locale? Une certaine innovation, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Le recours à la technologie, les pratiques ce n'est très pas modernes. ce n'est pas que dans les matériels. Il y a aussi dans les nouvelles technologies, donc les new TICs. On devrait être à mesure de suivre son champ à distance. Mais là, c'est encore beaucoup plus grand. Le monde évolue. Et au sein du cabinet, nous voulons évoluer avec le monde. Okay. Ne pas laisser. Si vous allez de l'autre côté au Kenya aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il faut parler, je ne vais pas vraiment parler beaucoup plus des autres, mais il y a des exemples qu'il faut quand même imiter. Il y a une des grandes banques congolaises ici, je ne vais pas parler de cette banque, mais elle est d'origine kenyane, et si vous allez à l'origine d'où elle est venue, elle émane des femmes agricultrices. Okay. Elles ont été organisées et elles commençaient à avoir leurs recettes grimbées. Elles se sont dit, mais bon, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Alors, elles ont été encadrées par, un peu comme les agrègues de chez eux là-bas, elles ont créé une coopérative d'épargne et de crédit qui a évolué jusqu'à devenir une banque nationale, une banque internationale qui est maintenant présente et au Congo, et à Zambie, et à Tanzanie, dans beaucoup de pays. Donc, de l'agriculture peut partir plusieurs solutions. Déjà avec Agrade SRL, vous avez parlé tantôt, vous faites presque tout, vous avez des projets, vous travaillez également avec des privés, des agripreneurs. Quels sont les défis les plus majeurs qui vous empêchent, vous, pour que vous étendez sur toute l'étendue de la RDC, mais aussi pour que vous contribuiez de manière assez significative à l'épanouissement des agripreneurs, mais aussi à l'économie congolaise? En tout cas, les défis qui est majeur, l'aîné, et je peux dire les plus gros, les plus robustes des défis, il reste le défi d'ordre financier. Donc, nous avons encore des freins à accéder à des fonds qu'il nous faut. On ne dit pas des macro-financements, non. Nous avons des projets, nous avons un plan, par exemple, d'implantation des fermes pilotes, comme nous en avons un peu dans la partie Est. Il y a une qui est plus ou moins déjà éteinte par la présence des mouvements rebelles. En fait. Mouvements rebelles. Je cite ici la FCM 23, qui a vraiment créé une instabilité dans cette partie. Et nous voudrions créer au moins 4 ou 5. C'est toute l'étendue de la RDC. Oui, oui. Une ferme au sud, une ferme à l'est, une ferme au centre, donc non loin de Kisangani, une ferme à l'ouest, non loin de Kinshasa ici, et puis au nord, du côté peut-être du Haut-Touélé, du côté de Isiro, et j'en passe. Y a-t-il une raison spécifique pour le choix de ces zones? Oui, et le choix, il est, comme j'ai parlé des défis logistiques, c'est pour faciliter l'accès aux zones qui sont environnantes à ces zones que j'ai citées. Déjà, parlons des zones environnantes, où vous, en tout cas, on a comme l'impression que vous vous concentrez plus dans la partie orientale du pays. À des conflits, en tout cas, armés depuis un moment.
Est-ce que votre business ne se trouve pas être menacé par ces situations sécuritaires dégradantes dans la partie est de notre pays? Là, je ne voudrais même pas qu'il se trouve menacé. Il est déjà éteint. Mise en bière, en fait. Oui. Nous avons été obligés de fermer, par exemple, notre bureau de Goma. Et c'était le siège. C'était le grand bureau qui gérait, en tout cas, qui était de planifier toutes les interventions partout au pays. Et nous sommes focalisés sur un bureau qui était plutôt opérationnel, le bureau de Lubumbashi. Le bureau de Lubumbashi, il est plus focalisé sur l'accompagnement de nos clients, les fermiers du Katanga. Malheureusement, et puis aussi, il y a aussi l'aspect formation. Nous avons un centre de formation, un centre d'incubation et d'accompagnement, les CIFA, à Lubumbashi exactement. Mais ce n'était pas normalement là que devrait se trouver le bureau. Mais bon, comme celui de l'Est ne peut pas fonctionner, pour le moment, nous avons celui qui nous sert comme bureau à l'Est. Il n'était que un centre de fourniture des intrants. Et il se trouve à Beni. Là, ce n'est pas vraiment un bureau comme tel. C'est juste, comment on appelle ça, une boutique de fourniture d'intrants, notamment les aliments pour poulet, les aliments pour porcins et puis les autres bétails. Alors, j'aimerais bien m'intéresser également sur vos relations avec le gouvernement, et plus particulièrement avec les ministères de tutelle, du ministère de l'Agriculture. Et en plus, quelles relations également vous entretenez avec le partenaire internationaux? Je vois là peut-être le PAM, puisque également dans l'un de vos objectifs, c'est de lutter contre la sécurité alimentaire qui est criante en République démocratique du Congo, mais également avec la FAO. Comment vous entretenez en fait vos relations avec toutes ces parties prenantes? Ok, avec le gouvernement, nous sommes partenaires avec le gouvernement depuis une longue période. Déjà, c'est le gouvernement qui nous a permis de faire plusieurs activités à Goma. Et les formations que nous avons eu à faire, nous avons des séries de formations qui ont été dirigées vers les cadres et techniciens des ministères provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage, Agripel. Nous avons formé à Goma, nous avons formé également aussi à Kindu et à Bunia. Là, je parle des Nord Kivu et également aussi au Sud Kivu, à Bukavu. Donc, je parle des Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema. Nous avons vraiment évolué très bien avec les services techniques de l'État. À Lubumbashi, nous étions encore à pourparler. Nous étions d'organiser une autre formation pour les cadres, les techniciens de l'Agripel au niveau du Haut-Katanga. Mais il y a eu beaucoup de choses qui restaient encore à harmoniser. Et avec le gouvernement maintenant central, c'est pas si facile, surtout quand il y a des remaniements. Donc, vous pouvez avancer sur un dossier. Quand il y a remaniement, tout retombe à zéro. À zéro, oui. Et là, nous étions pour parler avec eux, au niveau de Kinshasa. C'est pas si facile. Quitter l'Est jusqu'ici, c'est plus de 2000 km. Juste pour venir échanger avec quelqu'un, alors qu'il y a déjà des moyens où vous pouvez échanger par Internet. On est en train de voir, il y a une série de séances de travail qui sont projetées pour le début de l'année 2026. Vous avez parlé également de partenaires internationaux, à l'instar du PAM. Des partenaires internationaux, FAO et autres. Je vais commencer par notamment ceux qui nous fournissent les intrants dans le monde des business. Il y a Skritting, la maison Skritting qui fait les aliments pour poissons. Nous avons un partenariat qui est encore au niveau informel, mais nous sommes encore pour parler pour pouvoir les formaliser. Il y a aussi une autre maison française, les MG2 Mix. C'est une société qui est aussi spécialisée dans la fabrication des prémix, qui interviennent beaucoup dans la fabrication des aliments pour bétail. Là aussi, avec tout ce qu'il y a eu comme situation sécuritaire à l'Est,
leur priorité était vraiment basée à l'Est. Une fois que nous avons déplacé donc les sièges du côté du Katanga, bon, il fallait encore un autre processus pour le relancer et aller vers cette priorité-là. Avec les agences des Nations Unies, notamment les PAM, FAO. PAM, c'est un peu plus dans les opérationnels. Oui. Les stratégiques, c'est plus avec FAO. les FAO. Ok. Nous avons eu une séance personnellement avec le chargé de projet. C'était à cette époque, c'était un consultant qui a été juste recruté pour une période. Nous avons échangé avec lui. Il m'a dit de patienter. Si on devait reconduire son contrat, et on devait encore approfondir certains aspects, on était en train de travailler sur des projets vraiment qui sont basés ici à l'ouest du pays. Donc il y a vraiment de bonnes relations avec les agences. J'ai parlé tantôt à un moment donné des USAID, la USAID et d'autres agences. Mais bon, tout reste encore à faire. Je crois que ça sera peut-être ma dernière question. Parce que nous sommes en train de chuter. Évidemment, Fulgence Melayi. Je crois aujourd'hui il y a une vision du chef de l'État de la revanche du sol sur le sous-sol. Évidemment, vous êtes dans le secteur. Comment appréhendez-vous la matérialisation de cette vision-là du chef de l'État? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, le gouvernement a annoncé le lancement d'un projet du parc agro-industriel dans la province du Congo central, Banzangungu, précisément. Il y a un projet devant bénéficier d'une enveloppe, n'est-ce pas, à hauteur de 974 millions de dollars américains pour sa matérialisation. Vous, dans le secteur, comment vous le trouvez et quelles sont les entrées que vous avez pour le compte de ces projets, évidemment, qui bénéficiera d'un financement privé? Ok, j'espère que je n'oublierai pas les aspects de la seconde question. Je vais commencer par la première. Cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une très très belle vision et personnellement nous apprécions. Il reste encore que l'on se rassure que toutes les étapes ont été vraiment respectées. Si la vision, si c'est un programme, repose sur des statistiques très anciennes, il y aura des problèmes. Il faudrait qu'on ait eu à faire une évaluation de la situation sur le terrain. Par exemple, cette vision devra vraiment être amplifiée et si elle part de la base. Donc, que les petits agriculteurs puissent vraiment être regroupés à petites coopératives ou peut-être même des petites cellules. Si c'est pas à mesure on n'est pas à mesure de les mettre à coopérative, on peut faire des petites cellules de 6 à 10 agriculteurs et puis aller par étapes. Ça veut dire, même l'appui là qu'on devrait donner, par exemple, j'ai vu, on a fait la distribution des tracteurs. Je ne sais pas encore l'opérationnalisation de ces tracteurs-là sur terrain. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que l'accès sous condition? Et sous condition? Est-ce que c'est l'allocation? Et en tout cas, les conditions pour l'accès à ces tracteurs, je ne sais pas si vous, les médias, vous y avez eu accès, mais on aimerait bien que ce soit vraiment vulgarisé. Une bonne vulgarisation où tout le monde comprend c'est quoi le contenu de cette vision. Et où veut-on amener les agriculteurs? De quel point vers quel autre point? Quand on aura travaillé sur cette vulgarisation qui est très importante, les médias qui devront servir beaucoup dans cette campagne, on devra maintenant passer à l'étape où il faut accompagner, il faut former. On ne va pas former tous les agriculteurs, on va former comment on les appelle, les moniteurs agricoles. Ils vont être formés et nous sommes prêts à offrir notre expertise dans ces secteurs. On les forme dans ce qui est technique agricole, ce qui est suivi, ce qui est intrant et tout ce qu'il y a comme innovation agricole. Quand on va travailler sur ces aspects-là, je crois que la vision va décoller d'elle-même. Et s'il faut maintenant aller sur la question de ces projets, ces macro-projets, nous avons une autre histoire dans nos mémoires.
Je ne sais pas si elle est heureuse ou triste, en tout cas. Il y a un autre parc agricole de Bukangalonzo. Et quand vous y arrivez, je ne sais pas si vous aurez les larmes suffisantes pour contenir ce que vous allez ressentir. Et il y a d'autres projets qui ont été initiés dans d'autres provinces. Il y a beaucoup de projets en tout cas qui ont été faits par... Ce ne sont pas des projets qui nous manquent, si on peut les dire. Il y a des initiatives. Mais dans la mise en œuvre, c'est là qu'il y a un problème. La vision, elle est bonne. Quand elle descend au niveau de l'opérationnel, le lancement, c'est avec pompe. Quand on entre dans la vie du projet, c'est là qu'il y a mort subite. Et on peut avoir eu à acheter une grande, un grand charroi automobile, des gros tracteurs, mais que vous allez voir après 2 ans avec des arbres qui poussent dans les moteurs. C'est triste. Donc, j'espère que ce projet, qui est, on dirait, fruit de partenariats public-privé, il va avoir des bons résultats. Comme il y a des investisseurs dedans, ils vont veiller à ce que leur investissement puisse être vraiment garanti et puisse être vraiment sécurisé. Du coup, nous tenons aussi à accompagner ces projets. Nous avons entamé certains pour parler, pour voir comment d'abord nous informer de qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui est prévu d'être fait et à quelle mesure nous pouvons apporter notre petite contribution à ce que ce projet se réalise. Parce qu'il peut être aussi une réponse à plusieurs de nos défis que nous avons trouvés pour même les agriculteurs qui vont être aux environs ou dans la même zone que ces projets. Voilà, on va se quitter, ça sera la toute dernière question. Vous allez répondre en 1 minute et en regardant la caméra aussi. Et la question, elle est simple. Estimé à presque 11% du budget alloué à l'agriculture pour l'exercice 2025. D'abord, est-ce que c'est suffisant ou insuffisant? Mais aussi, si on veut contacter Agred, ça sera pourquoi? Ok, en fait, cette émission, elle devrait, ça devait être comme une grande, comment on appelle ça? Une grande série, hein? Une série d'émissions. Parce qu'il y a autant de questions qu'on ne saura pas vraiment épuiser. Et le budget alloué par le gouvernement, déjà, je crois, c'est déjà quelque chose. Même bien que ce n'est pas suffisant, c'est déjà quelque chose. Si c'est bien canalisé vers les priorités, pas canalisé vers comment on peut appeler ça, les choses à refaire, donc les choses répétées, il ne servira à rien. Donc, il faudrait seulement qu'on les canalise vers les priorités du secteur qui sont connues par... Nous avons beaucoup de gens qui sont dedans et qui savent par où on devrait commencer pour aller vers l'agriculture à grande échelle. Et contacter Agred, c'est en fait garantir son investissement dans l'agriculture. Surtout au niveau de Kinshasa, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer dans l'agriculture. Et nous, en tant qu'Agred, nous pouvons les rassurer. Nous les rassurons que la main-d'œuvre, elle est là. La main-d'œuvre experte est là. C'est le cabinet. Et les conditions sont là. Le Congo a des potentialités énormes. Et donc, il ne reste que 2 choses. Leur volonté et un peu de fonds. J'ai dit un peu de fonds par rapport à ce qu'ils vont produire. Et nous serons toujours disponibles et disposés à les accompagner. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur Mike Kazimoto. Je rappelle, vous êtes directeur des opérations au sein d'Agred SARL, qui est une société privée qui travaille dans l'agro-business, l'agroalimentaire et autres. Merci également Igor Biwaka. Une fois de plus, me veut de paix et de bonheur. Monsieur Mike également me veut de paix et de bonheur à vous.